soit les gens dans la salle ou les gens qui nous écoutent en ligne. Bienvenue à cette conférence midi intitulée « À quoi s'attendre du duel Trump-Harris la semaine prochaine ». Je m'appelle Julie-Pierre Nadeau, je suis chercheur associée à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul-Dandurand et j'ai le plaisir d'animer la conférence aujourd'hui. Comme nous avons beaucoup de terrain à couvrir ce midi, je vous présente sans plus tarder nos panélistes. D'abord, Frédéric Gagnon, titulaire de la chaire Raoul-Dandurand, directeur de l'Observatoire sur les États-Unis et professeur de sciences politiques à l'UQAM. Karine Prémont, au bout de la table, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis et professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Et Victor Bardou-Bourgeois, chercheur en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis et doctorant en sciences politiques à l'UQAM. Donc, pour commencer, on va commencer par dresser un portrait d'ensemble de l'élection parce qu'il y a effectivement beaucoup d'enjeux, mais commençons avec une vue d'ensemble pour aller vers peut-être plus précis. Donc, tout d'abord, brièvement, Frédéric, peux-tu nous résumer où en sont les sondages à une semaine du vote au niveau national et dans les États clés et qui a, sans faire de prédiction évidemment, mais qui a les meilleures chances de l'emporter là, à une semaine de l'élection? Merci, JP. C'est un plaisir d'être là. Merci, Julie-Pierre, d'animer la séance d'aujourd'hui. Merci d'être là aussi. Est-ce que vous regardez les sondages un petit peu? Oui, sur quel site Internet? Vous ne savez pas trop? Il y a le site Real Clear Politics qui est très intéressant à consulter si vous le voulez. Il y en a d'autres. Là. Il y a celui de Nate Silver, il y a celui de The Economist. Il y en a plein un peu partout en ligne. Moi, je consulte surtout le site de Real Clear Politics où il y a des moyennes de sondage d'à peu près tous les sondages à l'échelle nationale et dans les États clés de l'élection. Chaque site essaie d'évacuer, on en parlait justement avant de commencer, les sondages dont la méthodologie est un petit peu moins bien faite. La méthodologie qui, dans le passé, a comporté des lacunes et tout ça. Mais si vous allez sur le site de Real Clear Politics, vous voyez qu'on est vraiment au coude à coude entre Trump et Harris. Il n'y a même pas 1% d'écart entre les deux candidats, à la fois à l'échelle nationale et dans les 7 États clés de l'élection. Les 7 États clés à surveiller la semaine prochaine sont, à moins qu'il y en ait d'autres, là, mais la plupart des observateurs s'entendent pour dire qu'il y a la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin, le Nevada, l'Arizona, la Georgie et la Caroline du Nord. Donc, si vous regardez le site Real Clear Politics, vous voyez qu'on est à 1% d'écart, des fois même moins que ça, souvent moins que ça, entre les deux candidats à l'échelle nationale. Ce qu'on a observé au cours des derniers jours, je dirais depuis une dizaine de jours, c'est que la course s'est resserrée. Kamala Harris avait une légère avance à l'échelle nationale. Elle était un petit peu en avance aussi dans les 3 États du Midwest des Grands Lacs, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. En passant, si elle les gagne, ces 3 États-là, elle n'a pas besoin des 4 autres dont j'ai parlé tantôt pour garder les clés de la Maison-Blanche, sauf que ça nous donnerait un résultat au collège électoral, qui est le système par lequel on élit le président, de 270 votes pour elle et 268 pour Donald Trump. Donc, si elle gagne ces 3 États-là, c'est un résultat très serré au collège électoral, une des élections les plus serrées de l'histoire. Mais j'en reviens à ce que je disais, puis je vais peut-être terminer là-dessus. La course s'est resserrée au cours des dernières semaines, au cours des 10 derniers jours. On a vu que la campagne de Harris s'est un petit peu essoufflée, mais je dirais que c'est normal. Hein? Il y a eu un effet de nouveauté quand elle est entrée dans la course en juillet. Les politologues américains parlaient d'un sugar rush du côté démocrate, donc une bonne dose de sucre. Mais on le sait, après un petit rush de sucre, habituellement, l'énergie tend à retomber un petit peu. C'est ce qu'on semble observer avec la campagne de Harris depuis une dizaine de jours. Donc, la campagne commence à être un petit peu trop longue peut-être pour elle. Elle a hâte que ça se termine pour pas, évidemment, la semaine prochaine, qu'on se retrouve dans une situation où Trump a une avance de 1 ou 2 points dans les sondages à l'échelle nationale et dans les États clés de l'élection. C'est très serré. Je ne peux pas vous dire qui va gagner, mais on pourra en reparler peut-être durant la table ronde. Une des questions qu'on se pose aux États-Unis, évidemment, c'est de savoir si les sondeurs sous-estiment les appuis à l'un ou à l'autre des candidats. Ça, c'est possible. Pourquoi? Il y a eu des erreurs dans les sondages au cours des derniers cycles électoraux. En 2016 et en 2020, on avait sous-estimé les appuis à Trump. Donc, ce n'est pas impossible qu'on assiste à un scénario comme ça, encore une fois, la semaine prochaine. Mais il y a des observateurs comme Nate Cohn, dont tu me parlais juste avant le début de la table ronde, qui disent qu'il y a eu des cycles électoraux récents où on a sous-estimé les appuis au Parti démocrate aussi. C'est ce qu'on a vu en 2012. Barack Obama et Mitt Romney étaient pratiquement à égalité dans les intentions de vote en 2012, à pareille date de la course. Finalement, Obama a gagné au vote national par 4 % des voix. Donc, on avait sous-estimé les appuis au Parti démocrate à ce moment-là. Puis évidemment, il y a l'exemple de 2022,
les élections de mi-mandat, où les sondeurs se sont un petit peu moins trompés, mais on avait l'impression, parce que c'est souvent le cas lors des élections de mi-mandat, que le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti de Biden cette fois-ci, perdrait plus que ça, mais finalement, les démocrates ont un petit peu sauvé la mise à cette occasion-là. Donc, on verra ce qui se passe la semaine prochaine. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Et si jamais il y a une erreur dans les sondages, qu'elle soit seulement de 1 à 2 en faveur d'un ou l'autre des candidats, ce qu'on pourrait voir, en fait, c'est que les 7 États clés de l'élection vont dans une seule direction. Parce que là, on est vraiment, vraiment au coude à coude. Si jamais il y a 1,2 d'erreur dans les sondages en faveur de Trump, bien, peut-être que le soir de l'élection, on voit où ça s'en va. Les 7 États clés vont dans une direction déjà et en fait, on couronne le vainqueur un petit peu plus rapidement que ce à quoi on s'attend en ce moment. Mais ce mouvement-là peut aller dans le sens de Kamala Harris aussi. Ça dépend vraiment de la surestimation ou de la sous-estimation des sondeurs à ce stade-ci. Donc, ça fait 1 an que je suis ça. Je trouve ça plate de vous dire que je ne sais pas qui va gagner la semaine prochaine, mais c'est la conclusion à laquelle je suis obligé d'en venir aujourd'hui. Merci, Frédéric. Évidemment, on parle beaucoup des 2 têtes d'affiche, de Harris, de Trump, qui sont les candidats à la présidentielle. Mais j'ai l'impression, puis là, c'est peut-être parce que vous allez me dire que je passe trop de temps sur TikTok, mais j'ai l'impression que les candidats à la vice-présidence, J.D. Vance et Tim Walz, ont été quand même assez visibles, assez présents dans la campagne cette année. C'est peut-être aussi à cause de mon âge, je me souviens moins des campagnes de Barack Obama, par exemple. Mais Karine, est-ce que tu peux nous parler un peu du rôle des coulisses durant la campagne et qu'est-ce que les choix qui ont été faits cette année disent peut-être sur le leadership là, des candidats présidentiels? C'est intéressant parce que j'ai rarement l'occasion de parler des colistiers ou des vice-présidents, alors que moi, j'aime beaucoup ça. Alors, je suis contente parce que cette année, on en a eu plus que pour notre argent, je pense. On a choisi même un colistier de plus que ça à quoi on s'attendait avec l'arrivée de Harris. Et souvent, on juge que ce choix-là n'est pas très important, pas très intéressant. On n'en parle pas beaucoup de ces candidats. Mais Julie-Pierre, je pense que tu n'as pas la berlue. Les candidats sont très présents sur les réseaux sociaux, dans les médias. Des 4 candidats, Trump, Harris, Vance et Walz, c'est Vance qui a fait le plus d'entrevues médiatiques. Alors, il est vraiment très présent. Il est très présent sur les réseaux sociaux aussi. Ça ne lui a pas toujours été utile ou favorable parce que plus on parle, plus on risque de se faire coincer à dire des choses qu'on regrette ou peut-être des choses que notre candidat n'apprécie pas. Et Vance s'est peinturé dans le coin à quelques reprises durant la campagne, nécessairement. Depuis le débat, ça a changé. Depuis le débat vice-présidentiel, ça a changé un peu. À quoi servent les colistiers dans un premier temps? Bien, pendant la campagne électorale, ils servent essentiellement à 2 choses. La première des choses, ils servent de chiens d'attaque, à défaut d'un autre terme, d'attaque dogs durant la campagne, c'est-à-dire que c'est eux qui vont donner les coups et recevoir les coups pour essayer de tenir le candidat ou la candidate présidentielle un peu à l'abri de ça. Donc, c'est vraiment une personne qui va essayer d'attaquer les faiblesses de l'adversaire, qui va vraiment faire les discours peut-être les plus virulents, les plus agressifs aussi à différentes occasions. On a entendu Tim Walz faire des blagues sur Vance, par exemple. Donc, on a vraiment ce rôle-là comme colistier. Et c'est un rôle qui est plutôt récent historiquement. Là, c'est depuis à peu près les années 80 qu'on s'attend à ce que les colistiers fassent ça. Dans l'histoire, souvent, quand on essayait d'évaluer la qualité d'un colistier, on disait, ben, est-ce que c'est vraiment une personne qui va être capable de donner ces coups-là? On se posait la question notamment pour John Edwards en 2008, par exemple, qui était le colistier de John Kerry. Donc, c'est vraiment à ça qu'on s'attend d'un colistier. Ils ont aussi un deuxième rôle, c'est-à-dire je ne sais pas comment l'exprimer, mais de lisser un peu le discours, c'est-à-dire de s'assurer que une espèce de message unifié aussi qui soit diffusé. On l'a vu davantage du côté des républicains, notamment, je reviens à ça, le débat entre les colistiers, le débat du 1er octobre, où on a eu un J.D. Vance qui a vraiment normalisé, entre guillemets, le discours de Trump, qui a vraiment lissé, en fait, le message, qui a présenté un visage plus calme, plus rationnel du message de Trump. Même si le message était à peu près le même, le ton était différent, l'attitude était différente, et ça a contribué, je pense, à faire de Vance un candidat que Trump regrettait un peu moins rendu à ce stade-là de la campagne. Donc, c'est un peu à ça que servent les colistiers. Et maintenant, c'est à peu près
à tout ce à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude qui démontre que les colistiers, le choix d'un colistier a un impact significatif sur l'issue du vote. Alors, il n'y a pas un colistier qui va faire pencher la balance du côté ou de l'autre. On parle beaucoup de l'avantage du home state, là, c'est-à-dire qu'on compte sur le colistier pour remporter son État. Ça n'arrive pas tout le temps. C'est pas toujours ça qui fait la différence non plus. Donc, il y a très peu d'exceptions à cette règle-là, c'est-à-dire que les colistiers, en termes électoraux, ont très peu d'impact. Et là, vous allez me dire, bien, pour des élections serrées comme ça, toute petite fluctuation ou toute petite décision peut avoir un impact. Certainement, mais ça va être difficile de voir quelle est la part de Tim Walz ou quelle est la part de Vance dans ces résultats électoraux. La seule exception récente de ça, c'est Kamala Harris, qui avait réussi à aller chercher une part plus importante des femmes afro-américaines dans le vote pour Joe Biden. Mais pour le reste, ça n'a pas changé grand-chose. Et comme je vous dis, là, c'est l'exception qui confirme la règle d'une certaine façon. Les colistiers, à quoi ils servent alors? Quel est leur impact? C'est un impact qui est indirect, c'est-à-dire qu'on va se faire une idée des qualités de leadership ou du jugement des candidats présidentiels. C'est la première décision présidentielle, entre guillemets, qu'ils vont prendre. Donc, de choisir quelqu'un avec qui faire campagne, qui va être complémentaire en termes d'expertise, en termes de discours, et qui va peut-être, idéalement, les aider à gouverner une fois élus. Alors, c'est de cette façon-là, en tout cas, qu'on regarde le choix des colistiers. Qu'est-ce que ça nous dit sur le candidat ou la candidate présidentielle? Qu'est-ce que ça nous dit sur ses capacités à exercer un leadership? Qu'est-ce que ça nous dit aussi comme intention future? C'est-à-dire que, par exemple, Donald Trump, on l'a vu par le passé, n'est pas très intéressé à travailler en collaboration avec son colistier. Trump décide avec une garde plutôt rapprochée, avec les membres de sa famille, avec des personnes choisies, et n'a pas grand-chose à faire d'un vice-président. Alors, on peut bien imaginer que Vance ne va pas avoir un rôle très important dans son administration, par exemple, étant donné ce comportement passé et considérant aussi le peu d'expérience de Vance en termes politiques. Du côté des démocrates, bien, ce qu'on peut dire sur Kamala Harris avec le choix de Walz, bien, c'est qu'elle a l'intention peut-être d'avoir de meilleures relations avec le Congrès, peut-être, ou en tout cas d'en avoir parce que c'était pas nécessairement sa force quand elle était vice-présidente. Et Walz a une certaine expérience de la Chambre des représentants en particulier. C'est quelqu'un qui est aussi gouverneur, alors il a une expérience de politique exécutive, là, peut-être plus direct, et peut-être justement, bien, ça pourrait laisser présager un partenariat peut-être un peu plus collaboratif. Mais encore une fois, là, on est évidemment dans la spéculation. Mais tout ça pour dire que les colistiers, ils sont visibles, ils sont là justement pour diffuser des messages, pour prendre les coups, pour en donner, et aussi pour nous dire un peu plus de choses peut-être sur le caractère, entre guillemets, des candidats et des candidates présidentielles. Merci, Karine. Donc, on a parlé de la présidence, de la vice-présidence, donc des gens qui aspirent à rester ou à revenir à la Maison-Blanche. Mais évidemment, la présidence, ce n'est pas le seul poste qui est en jeu mardi prochain, comme vous le savez probablement déjà. Donc, Frédéric, pourrais-tu nous parler un peu des autres courses qui pourraient être déterminantes là, pour les prochaines années, qui pourraient jouer sur peut-être les dynamiques à Washington? Puis, est-ce que tu penses à ce stade-ci que le contrôle du Congrès risque de rester divisé, donc le Congrès et la Maison-Blanche, ou est-ce qu'on pourrait avoir un raz-de-marée là, dans un sens ou dans l'autre? Bien, c'est ça. Mardi prochain, c'est une élection qui est intéressante parce que je le disais tantôt, on ne sait pas qui va gagner la présidentielle, mais on ne sait pas quel parti va élire des majorités au sein des deux chambres du Congrès non plus. Puis je vais laisser de côté les autres élections. Là, il y a des tonnes d'autres élections qu'on devra surveiller ce soir-là, des postes de gouverneur d'État, etc., etc. Mais si on se concentre sur le Congrès, vous vous rappelez que c'est la législature fédérale du pays, c'est le Capitole à Washington. Il y a deux chambres au Congrès, la Chambre des représentants et le Sénat. Et le Congrès est très important parce qu'il vote les lois fédérales, il vote les budgets fédéraux également. Et le Sénat, en plus, entérine les nominations présidentielles pour combler toutes sortes de postes comme les postes de secrétaire, donc qui seront les gens qui composeront l'équipe de M. Trump ou l'équipe de Mme Harris selon le résultat de cette élection-là. Et le Sénat entérine aussi les nominations présidentielles pour combler des postes de juges fédéraux et des juges à la Cour suprême également. Donc la Cour suprême est un enjeu de cette élection-là parce que la personne qui sera élue à la présidence aura peut-être l'occasion
de nommer. On verra, ça dépend de l'état de santé des juges, ça dépend de la décision des juges de quitter ou non parce qu'ils sont nommés à vie. Mais Harris ou Trump aura peut-être l'occasion de nommer un, peut-être 2 juges à la Cour suprême. Ces nominations-là doivent être approuvées par le Sénat. Donc, le contrôle du Sénat et du Congrès, de façon générale, est extrêmement important. Il n'y a pas $1 des contribuables américains au fédéral qui peut être dépensé sans l'accord du Congrès. Le Congrès vote les budgets. Le président propose ses budgets, mais si le Congrès ne les adopte pas, le président ne peut pas dépenser l'argent des contribuables comme il le souhaite, OK? À part l'argent qui a déjà été donné au président par des votes du Congrès dans le passé. Donc, si on regarde l'état des forces au Congrès en ce moment, c'est ça qui est palpitant la semaine prochaine, c'est que les 2 chambres sont en jeu. À la Chambre des représentants, on a une majorité républicaine en ce moment, depuis les élections de mi-mandat de 2022, mais la majorité républicaine est très courte. Il y a 221 républicains, 214 démocrates. Ce que ça veut dire, ça, c'est que les démocrates ont besoin d'un gain net de 4 sièges mardi prochain pour reprendre la majorité à la Chambre des représentants. Et en passant, tous les sièges de la Chambre des représentants sont en jeu. Les 435 sièges sont en jeu. C'est comme ça à tous les 2 ans, le soir d'une présidentielle, puis 2 ans après, lors des élections de mi-mandat. Et ce qui se passe souvent à la Chambre des représentants, c'est qu'il y a un effet d'entraînement que l'on observe souvent, c'est-à-dire quand un candidat présidentiel va chercher plus de votes que ce à quoi on s'attendait, il entraîne dans la foulée des membres de son parti qui profitent de la forte participation électorale en faveur du candidat présidentiel. Donc, pour faire court, là, les électeurs vont voter, surtout pour la présidentielle mardi prochain. Mais si le vote de Harris sort fort, ben, les gens qui sont déjà là vont voter, ou qui ont déjà voté, vont voter en plus pour d'autres postes électifs qui sont présents sur les bulletins de vote. Puis si on a envie de voter pour Harris à la présidentielle, qu'on est sorti voter, peut-être qu'on porte moins attention aux autres élections, mais on est tenté de voter démocrate un peu partout sur les bulletins de vote. Et donc, si le vote de Harris sort fort ou si le vote de Trump sort fort, ça aura un effet d'entraînement sur les élections à la Chambre des représentants. Et en ce moment, tous les scénarios sont possibles, c'est-à-dire, si la victoire de Harris est assurée, c'est moins serré qu'on pense. La Chambre pourrait être démocrate, mais si le vote d'Harris sort un peu moins fort que prévu et que c'est Trump qui gagne, c'est moins serré qu'on pense, ben, les républicains seront en principe en mesure de garder le contrôle de la Chambre des représentants. Donc ça, c'est à surveiller. Mais le Sénat aussi est à surveiller la semaine prochaine. Et au Sénat, ben, il y a 100 sénateurs, sénatrices au total. En ce moment, la majorité, elle est démocrate. Mais il y a 50 démocrates, 49 républicains et une sénatrice, Kyrsten Sinema, qui est une ancienne démocrate, mais maintenant elle est indépendante et elle fait caucus avec aucun des partis. Donc, ce que ça veut dire, ça, c'est que si Trump gagne, il a besoin de... En fait, les républicains ont besoin de faire un gain net d'un seul siège au Sénat pour reprendre la majorité. Si c'est Kamala Harris qui gagne, les républicains ont besoin de 2 sièges au Sénat pour élire une majorité parce que, je ne veux pas trop entrer dans les technicalités, mais le vice-président des États-Unis peut, en cas d'égalité au Sénat, utiliser son pouvoir de trancher en présentiel au Sénat des États-Unis quand c'est nécessaire. Donc, ça dépend de la présidentielle, mais si Trump gagne, les républicains ont besoin de seulement un siège au Sénat, un siège additionnel pour élire une majorité. Et le problème pour les démocrates et pour Harris, c'est que la carte électorale désavantage fortement les démocrates cette année. Il y a 100 sièges au Sénat, mais il y a 34 élections au Sénat la semaine prochaine. Ce n'est pas tous les sièges qui sont en jeu, il y en a 34 seulement. Et sur ces 34-là, il y en a 19 que doivent défendre le Parti démocrate, 19 sur les 34, et il y en a 11 que doivent défendre le Parti républicain. La carte électorale est faite comme ça cette année. Parfois, ce sont les républicains qui défendent plus de sièges, ça dépend des cycles électoraux. Mais 19 sièges démocrates à défendre, c'est quand même pas une mince tâche. Et quand on regarde la carte électorale, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà le siège de Joe Manchin, un démocrate qui a décidé de quitter son poste en Virginie-Occidentale, qui est probablement fait, qui est fort probablement, je ne pense pas me tromper en le disant, qui est perdu d'avance. Les républicains vont reprendre ce siège-là. Il y en a déjà un de leur côté. Au Montana, John Tester, un autre démocrate, est en difficulté. Ça fait déjà 2 États où les républicains peuvent faire des gains. Et il va falloir surveiller d'autres élections au Sénat où il y a des sièges démocrates qui sont à risque cette fois-ci. Dans les mêmes États dont on parle tout le temps, là, des États où c'est très chaud habituellement lors de la présidentielle, le Wisconsin, le Michigan, l'Ohio, la Pennsylvanie. Côté républicain, il y a peut-être le siège de Ted Cruz au Texas qui sera à surveiller, le siège au Nebraska peut-être qui sera à surveiller, le siège en Floride aussi où il pourrait y avoir une surprise.
mais honnêtement, les démocrates n'ont pas beaucoup d'espace pour faire des gains sur cette carte électorale-là. Donc, je vous le donne en mille. Si Kamala Harris est élue à la présidence, peut-être que la Chambre sera démocrate, mais les probabilités qu'elle doive négocier avec un Sénat républicain pour la suite des choses sont assez fortes. Donc, vous me voyez déjà venir. Ce que ça donne, ça, c'est une présidence assez faible qui devra constamment convaincre les républicains du Sénat, parce qu'ils seront majoritaires, d'aller de l'avant avec ces projets de loi. Bon, elle propose des réductions d'impôts pour la classe moyenne. Bonne chance si c'est un Sénat républicain. Elle propose des investissements additionnels en matière d'environnement. Bonne chance. En éducation, bonne chance. Et si elle doit nommer aussi des juges à la Cour suprême, on pourrait très bien, si le Sénat est républicain, s'attendre à ce que ce Sénat-là refuse tout simplement de tenir des votes sur les nominations proposées par Kamala Harris ou oblige Kamala Harris à proposer des nominations de postes pour combler des postes de juges, des nominations beaucoup moins à gauche, beaucoup plus au centre, beaucoup plus acceptables pour le Parti républicain. Ceux qui ont lu sur les débats entre les fondateurs américains à la Convention de Philadelphie en 1787 diraient « c'est la beauté du système américain. Hein? Quand on perd les élections, il y a encore moyen dans ce système-là d'empêcher ceux qui ont gagné d'aller de l'avant avec tous leurs projets. La bonne nouvelle pour les démocrates, c'est que si Trump gagne la présidence, même si les deux chambres sont républicaines pour la suite des choses, il y a encore les moyens pour la minorité démocrate au Sénat d'empêcher sur la plupart des questions Trump d'obtenir tout ce qu'il veut aussi. Mais ces élections-là sont à surveiller et très palpitantes cette fois-ci. Moi, j'aime bien les suivre, ces élections-là, mais elles sont particulièrement palpitantes cette année parce que les deux chambres, en fait, peuvent changer de côté, en plus de la Maison-Blanche. Tu parlais justement du vice-président ou de la vice-présidente qui peut avoir une influence au Sénat pour trancher le vote. Kamala Harris, d'ailleurs, l'a fait à de nombreuses reprises dans les dernières années. Ça a été soulevé, d'ailleurs, dans son héritage législatif au cours de la campagne. Donc, on a parlé de courses qui sont très serrées. On voit qu'un des aspects clés de l'élection, ça va être la participation électorale. Et donc, on peut se demander, à ce stade-ci, est-ce que les candidates ont réussi à susciter assez d'enthousiasme pour que les Américains non seulement votent pour leur camp, mais simplement se déplacent aux urnes. Parce qu'on l'a vu par le passé, des fois, la sortie de vote, ça peut être un enjeu. Est-ce que les partis ont courtisé les bons groupes démographiques pour remporter la victoire? Et un groupe qui attire particulièrement l'attention cette année, c'est les jeunes. On estime qu'il y a 8 millions de nouveaux électeurs potentiels, donc 8 millions de jeunes Américains qui, depuis 2022, ont atteint l'âge de la majorité, l'âge requis pour le vote, qui n'est pas l'âge de la majorité aux États-Unis. Et donc, Karine, est-ce que tu crois que les jeunes pourraient faire la différence dans cette élection? Les jeunes, à chaque fois qu'ils se mobilisent pour voter, font effectivement la différence. On a l'exemple de la présidentielle de 2008, par exemple, ou des mi-mandats de 2018. Donc, quand les jeunes sont mobilisés pour voter, ils font pencher la balance. Est-ce qu'ils le feront? Est-ce que les candidats ou les candidates font appel aux jeunes? Ça, c'est moins clair parce que ce qui est particulier cette année, c'est que les préoccupations principales des 18-29 ans, ce sont essentiellement les mêmes que ceux de la population en général. Donc, l'économie en particulier, la question de l'immigration aussi, la question de l'accès au logement, de l'accès aux soins. Donc, on n'a pas vraiment une distinction générationnelle en termes d'enjeux importants. Les enjeux qui sont habituellement qui touchent davantage les jeunes, que ce soit l'environnement ou l'éducation, par exemple, sont très peu abordés durant ce cycle électoral. Alors, ils ont les mêmes intérêts et les mêmes préoccupations que les autres générations. Donc, on ne peut pas dire que les candidats font appel explicitement aux enjeux liés aux jeunes dans cette élection-là, sauf par les moyens. C'est-à-dire que quand on regarde notamment les dépenses de campagne de Kamala Harris ou sa stratégie médiatique, on voit qu'elle est très présente sur les réseaux sociaux, elle est très présente auprès de cette catégorie d'électeurs-là. D'ailleurs, quand Kamala Harris est devenue la candidate démocrate, elle a doublé le nombre d'abonnés TikTok du candidat à la présidence. Alors, c'était pas Joe Biden là, qui attirait nécessairement les jeunes. Kamala Harris a fait une différence. Kamala Harris a aussi le soutien d'artistes populaires, de personnes qui sont des créateurs de contenu, des influenceuses, des influenceurs aussi. Ça a l'air un peu anodin, mais pas tant que ça. Ils ont eu notamment une forte présence lors de la Convention nationale démocrate. Il y en a eu aussi quelques-uns à la Convention républicaine, mais on en a parlé davantage à la Convention démocrate. Je pense que c'est autour de 200 créateurs de contenu, influenceurs là, qui ont eu une accréditation pour assister à la Convention. Alors, c'était vraiment
une stratégie délibérée pour parler aux jeunes. Et il faut parler de Taylor Swift aussi, parce que ce sera moi qui le fera. Je ne suis pas sûre que je suis la mieux placée pour le faire, mais... Mais pour chanter ses chansons, oui. Ça manque de guitare un petit peu. On va aller chercher ça. Donc, tout ça pour dire que Taylor Swift, par exemple, quand elle a annoncé son soutien à Kamala Harris, elle a fait sur Instagram, elle a mis un lien sur le site vote.gov pour que les gens aillent s'inscrire. Et en 24 heures, il y a 400 000 personnes qui ont cliqué sur ce lien-là. Donc, c'est 400 000 personnes, peut-être de plus, qui vont s'inscrire, qui l'auraient peut-être fait ou pas avant. C'est difficile de mesurer l'impact des artistes, mais il y a un potentiel d'attirer les jeunes parce que les jeunes, on le sait, n'écoutent pas la télévision, ne sont plus sur Facebook. Alors où ils sont? Ben, ils sont avec des créateurs de contenu, ils sont avec des influenceurs, des influenceuses et ils suivent des artistes. L'appui de Beyoncé aussi a été intéressant pour les jeunes. Donc, il y a vraiment une stratégie. D'ailleurs, les dépenses électorales de Kamala Harris sont beaucoup plus importantes sur les réseaux sociaux que pour Trump. Je pense que c'est plusieurs dizaines de millions de dollars là, pour Kamala Harris. 40, il me semble, 40 millions de dollars que Kamala Harris a dépensé sur les réseaux sociaux en publicité. Et Trump, c'est quelque chose comme 7 millions. Alors, on est vraiment dans des endroits différents. Trump, lui, va essayer d'aller chercher les plus jeunes, notamment en faisant des entrevues ou des apparitions dans des podcasts qui sont surtout écoutés par des jeunes hommes. On pourrait éventuellement en reparler. Mais les jeunes, essentiellement, sont attirés par d'autres moyens technologiques ou médiatiques que les plus vieux. Maintenant, est-ce que ça va les inciter à aller voter? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qui incite les gens à aller voter? Là, on pourrait en parler pendant 3 heures, mais essentiellement, pour les jeunes, ben, ce qui les intéresse, c'est de se reconnaître chez les candidats, bien sûr, dans les enjeux, mais c'est aussi où ils habitent. Un peu comme tout le monde, c'est-à-dire si vous habitez dans un État qui n'est pas compétitif, ça vaut peut-être moins la peine d'aller voter que si vous êtes dans un État où, justement, la lutte est serrée puis chaque vote peut faire la différence. Alors, il y a beaucoup de ça aussi qui va jouer dans la mobilisation des jeunes et c'est pour ça que ça va être intéressant de regarder un peu ce qui se passe, notamment dans les premiers États qui vont sortir, quel sera le taux de participation. Ça va nous donner peut-être une indication de ce que vont faire les jeunes. Pour l'instant, le vote favorise davantage Kamala Harris chez les 18-29 ans. Je pense à peu près 50-51% de cette tranche d'âge-là qui soutient Kamala Harris et une trentaine de pourcents qui soutient Trump. Alors, les jeunes, habituellement, sont un peu plus progressistes que les plus vieux. Apparemment, ça arrive à tout le monde. Alors, donc, il y a ce phénomène-là déjà. Donc, il y a déjà une portion de ces jeunes-là qui est déjà acquis à Kamala Harris et elle travaille très fort pour aller en chercher davantage. Je ne sais pas si je réponds directement à la question, oui. Je ne me rappelle plus, j'ai parlé trop longtemps. Oui, non, ça va, okay, ça répond à la question. J'allais seulement ajouter que justement, on voit qu'il y a un effort aussi d'aller inciter les jeunes, non pas seulement à s'intéresser à la campagne, mais à s'inscrire sur les listes électorales, c'est pas automatique aux États-Unis. Il faut le préciser, il faut s'inscrire pour aller voter. Donc, on a vu des messages d'artistes comme Billie Eilish et son frère Finis qui ont multiplié les messages vidéo pour inciter les jeunes à s'inscrire pour aller voter et à prévoir un plan pour aller voter. Et c'est une mesure qu'on voit de plus en plus, simplement d'essayer de conscientiser les gens qui ne peuvent pas décider, malheureusement, la journée du vote qu'ils veulent voter, ou du moins, ça peut être plus compliqué si ça se fait à la dernière minute. Karine l'a mentionné, on a tendance à penser effectivement que les jeunes sont plus progressistes, mais on observe cette année un certain pivot des jeunes hommes, particulièrement de 18 à 30 ans, vers le camp républicain. Victor, comme c'est un peu ta spécialité, c'est le mouvement peut-être un peu plus radicaux, la nouvelle droite, comment on peut expliquer cette tendance chez les jeunes hommes qui peut-être font mentir la tendance habituelle? Bien, il y a plusieurs pistes de réflexion là, pour comprendre le phénomène. Moi, humblement, aujourd'hui, je vais vous en proposer peut-être une. C'est qu'en fait, on sait que les jeunes sont beaucoup plus actifs en ligne sur le monde numérique. Et depuis 2012, il y a essentiellement un important écosystème numérique composé de personnalités et d'influenceurs qui vise à instrumentaliser surtout à des fins économiques, les anxiétés, les griefs, les frustrations qui peuvent être réelles ou imaginées de beaucoup de jeunes hommes aux États-Unis, particulièrement les jeunes hommes blancs.
C'est-à-dire que c'est un réseau qui est actif puis qui s'est formé surtout autour de différentes communautés de différents intérêts ou la pratique de hobbies. On pense par exemple à la pratique du jeu vidéo en ligne, les communautés orientées autour de l'écoute et de la pratique de certains sports, les communautés d'investissement dans les crypto-monnaies ou juste à la bourse en général, les podcasts sur les différentes plateformes, les passionnés d'histoire aussi. Et donc, au sein de ces différentes communautés numériques-là qui se sont créées depuis maintenant, c'est ça, d'à peu près 10 ans, 12 ans, il y a on constate une certaine domination de discours de droite qui a une certaine ascendance au sein des personnes qui fréquentent ces environnements numériques-là. Et on constate que, par exemple, l'équipe de campagne de Donald Trump essaye beaucoup de capitaliser sur cet électorat-là qui pourrait être un petit peu plus mou. C'est-à-dire qui serait réceptif à nos idées, mais qui n'est pas nécessairement mobilisé ou politisé à cet égard-là. Et donc, là, pour vous donner des exemples, par exemple, il y a un groupe de recherche je pense, c'est l'École des médias de l'Université d'Harvard qui avait déterminé que, par exemple, si vous écoutez beaucoup de vidéos d'histoire sur YouTube, il y avait des fortes chances que l'algorithme finisse par vous recommander du contenu de droite politique aux États-Unis ou même du contenu de droite radicale. Si vous allez sur les plateformes de podcast, aux États-Unis, que ce soit iTunes, Spotify et autres. Si vous regardez le top des écoutes aux États-Unis, le podcast numéro 1, c'est le Joe Rogan Experience, le Daily Wire avec Ben Shapiro, le show dont j'ai oublié le nom, mais de Candace Owens, le Matt Walsh show. Donc, ce sont toutes des émissions très conservatrices. Où Trump était cette semaine. Et où, notamment, le Joe Rogan Experience, Trump a été l'invité cette semaine. Et là, ça fait 3 jours que l'épisode est en ligne, puis on est rendu à 27 millions d'écoutes. Le meilleur podcast que Kamala Harris a fait est allé chercher 500 000 views en une semaine. Donc, il y a réellement une communauté autour de ces environnements de hobby numériques-là. Un autre exemple, vous avez sûrement entendu parler d'Andrew Tate, un influenceur masculiniste qui était très populaire au courant que sa popularité a explosé à l'été 2021. Monsieur Tate a surtout bénéficié de l'attention qu'on lui donnait dans certains streams de jeux vidéo sur des plateformes de diffusion en ligne, sur Twitch notamment. Un des meilleurs exemples, c'est qu'il était constamment l'invité d'un certain Aiden Ross qui 5 jours par semaine, faisait une émission avec M. Tate devant 150 000 auditeurs, qui étaient majoritairement des jeunes Américains d'entre 12 et 15 ans. Donc, il y a eu une certaine forme de... je ne suis pas sûr si c'est le meilleur mot, mais comme une espèce de forme de colonisation idéologique de droite dans certaines sphères qui, au premier abord, peuvent paraître apolitiques ou pas du tout engagés ou pas intéressés par ce qu'on pourrait appeler la politique traditionnelle, mais qui a un certain appétit parce qu'au final, ces influenceurs-là, ils répondent à des anxiétés, des griefs, des frustrations de jeunes hommes et ils leur donnent une réponse à ces problèmes-là avec des discours de droite qui, en quelque sorte, vient les dédouaner de quelconque forme de responsabilité ou d'introspection sur eux-mêmes. Puis là, je donne un exemple, mais c'est parce que moi, je les vois dans le cadre de mes recherches, mais c'est par exemple, pourquoi j'ai de la difficulté à trouver des bonnes jobs? Je viens de sortir de l'université, pourquoi je ne suis pas déjà en train de faire 90 000 $ par année? Ben, c'est de la faute aux immigrants qui volent mes jobs ou aux politiques DEI d'embauche. À Biden. Pourquoi j'ai de la difficulté à trouver une copine? Celle-là, elle revient souvent. Puis c'est pas parce que faudrait que tu travailles un peu sur ton hygiène personnelle ou ton hygiène de vie, c'est parce que le féminisme a donné trop de droits aux femmes, puis elles ont plus de choix maintenant, elles sont plus forcées de marier un jeune homme blanc ou de juste vivre la vie de femme mariée au foyer. Pourquoi est-ce que les films, les jeux vidéo, puis la musique, les séries télé que je consomme sont plates ou me parlent moins aujourd'hui? C'est pas parce qu'il y a une transformation du paysage médiatico aux États-Unis et il y a moins de prises de risques qui sont prises dans les studios de développement. C'est parce que c'est de la faute au woke. Il y a trop de femmes, il y a trop de personnes de couleur dans les shows de TV, les jeux vidéo, les films. C'est pour ça qu'ils sont plates. Donc, on offre une réponse à des frustrations puis des anxiétés qui, des fois, sont réelles, surtout sur le plan économique, mais souvent aussi, c'est imaginé.
C'est perçu par la perte. C'est, par exemple, la perte de privilèges est perçue comme des inégalités auxquelles on fait face désormais. Et on capitalise beaucoup sur l'angoisse de la perte du statut chez ces jeunes hommes-là. Puis, tu sais, pour faire les plus jeunes d'entre eux, quand Trump était au pouvoir, ils avaient 10 ans. C'est abstrait, là, le premier mandat de Donald Trump. C'est pas quelque chose qui est très clair. Et au final, c'est quelque chose de... Ils n'ont pas nécessairement les référents pour faire une évaluation comme de ce que ça représenterait un second mandat. Et quand on leur dit, bien, vous avez le choix entre le candidat qui va tout vous donner et la candidate qui, fondamentalement, vous déteste, ben là, ça vient chercher, ça vient répondre à ces frustrations-là puis des angoisses que ces jeunes hommes-là ont peut-être. Puis, encore une fois, je le mentionne, il y en a qui sont réels, mais il y en a aussi beaucoup qui c'est imaginé. C'est pas... c'est plus... c'est pas nécessairement dans le concret là, comme forme de peur sur le monde. Mais tu as touché un point qui m'amène vers la prochaine question, qui est justement, c'est la deuxième fois là, que Donald Trump affronte une candidate à la présidence, et forcément, mais ça ramène les questions de genre à l'avant-plan. Victor, tu l'as abordé dans un certain angle qui est très précis, mais on a vu aussi des commentaires pour le moins discutables, même en dehors des podcasts, là, dans des rallyes, dans des questions qui ont été données à des candidats. Mais on voit aussi que certains électorats semblent percevoir différemment les candidatures féminines. Donc, je me demandais, est-ce que, comment le genre s'est immiscé dans la campagne cette année? Et peut-être, Karine, comment la couverture médiatique a abordé ces questions-là? Et est-ce que tu vois les mêmes dynamiques cette année que ce qu'on voyait en 2016 avec Hillary Clinton? Je ne sais pas trop par quel bout commencer à répondre à cette question-là, parce que c'est un phénomène qui est complexe. La question du genre est importante cette année. Elle l'a été à chaque fois qu'une candidate féminine s'est présentée, 2016 avec Hillary Clinton, mais dès les années 80 avec Géraldine Ferraro, qui a été la première candidate à la vice-présidence avec Walter Mondale en 84, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que les femmes votaient plus que les hommes. Alors on s'est dit, peut-être qu'avoir des candidatures féminines pourrait être intéressant pour nous, pour attirer cet électorat-là d'emblée. Et avec l'insuccès du ticket Mondale-Ferraro, qui n'est pas nécessairement dû à la présence de Ferraro, mais c'était une déconfiture totale en 84. Mais ça a pris beaucoup de temps avant qu'on fasse de nouveau confiance à cette idée d'avoir une femme sur le ticket. Sarah Palin n'a pas tellement aidé la cause non plus en 2008, de triste mémoire. Et donc, c'est dommage parce que avec la candidature de Sarah Palin, c'est comme si on disait, vous voyez bien que des femmes compétentes, ça se peut pas. Alors, c'était un peu ça, le message qui a été envoyé. Alors, c'est devenu un peu un truc risqué d'avoir des femmes à ce moment-là sur le ticket. Et Hillary Clinton, malgré tous ses défauts et toutes ses qualités, n'a pas réussi non plus à battre Trump. Alors, on s'est vraiment demandé, est-ce qu'une femme peut gagner? Quand on regarde les sondages, des fois, c'est mieux de ne pas les regarder parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent pas sûr qu'une femme présidente, c'est une bonne idée. Alors, il y a encore une certaine résistance. Cette année, c'est difficile. Moi, j'ai l'impression qu'on a parlé moins du genre cette année que d'autres années. Mais en même temps, le discours est tellement éclaté, il y a tellement plus de règles qui existent en termes de discours que là, tout le monde était attaqué en même temps. Là. Tout le monde était un peu sur la sellette en même temps. Ce qui n'a pas changé, malheureusement, c'est... autrement dit, ce que je veux dire, c'est que les candidats s'insultent cette année, peu importe la question de genre. Là. Si ce n'est pas de ça dont on va rigoler, ça va être d'autre chose. Là. Alors, j'ai l'impression que le genre est seulement un des éléments cette année. Ce qui n'a pas changé, c'est la couverture médiatique. En fait, la couverture médiatique démontre encore, et les études le prouvent, démontre encore vraiment une couverture médiatique très différente pour les femmes en politique. Autrement dit, ce qu'on nous dit, si on veut une femme à la présidence, mais pas celle-là. Puis pas celle-là, puis pas celle-là, puis pas celle-là. Donc, c'est jamais celle-là qu'on veut, c'est jamais celle qui est là qu'on veut. Donc, il y a toujours un problème à cet égard-là. Et la couverture des femmes, et j'aimerais bien vous dire le contraire en 2024, mais malheureusement, je ne peux pas.
Elle est vraiment axée sur l'apparence physique, encore une fois, sur l'habillement, sur le rire, sur des traits personnels et non pas sur des capacités professionnelles. Alors que quand on examine la capacité des hommes, généralement, c'est vraiment davantage en lien avec des qualités professionnelles ou des qualités professionnelles. Il y a Trump qui est un peu l'exception à cet égard-là. Et c'est pour ça que cette année, c'est différent. J'ai l'impression, là, c'est difficile d'évaluer quelle est la part du genre, quelle est la part de l'exception dans tout ça. Mais il y a encore, je pense, du chemin à faire et en termes de couverture médiatique surtout, mais aussi dans les mentalités. En même temps, cette élection-là, elle est axée sur les femmes beaucoup. Non seulement il y a une candidate femme, mais il y a aussi la question de l'avortement là, qui est au centre de cette élection-là. La santé reproductive des femmes, les droits reproductifs des femmes, c'est au cœur de la campagne. Alors, ça ramène et ça va probablement mobiliser les femmes à aller voter bien plus que la candidature d'une femme à la présidence. Alors ça aussi, le fait que des enjeux qui soient liés aux femmes spécifiquement soient au cœur des campagnes, ça peut peut-être intéresser davantage de gens à regarder la campagne sous cet angle du genre. Merci, Karine. Je ne sais pas si je peux ajouter quelque chose là-dessus. Bien sûr. Oui, j'aimerais ça qu'on... Bien sûr. Mais non, mais ce qui est particulier cette année, c'est qu'il y a la variable genre, mais il y a la variable raciale aussi. Tout à fait. Et c'est ça qui est particulier. Puis c'est très... Exact. Et c'est très difficile de mesurer l'effet de ces deux variables-là sur le comportement électoral des gens. Est-ce qu'il y a des gens qui ne voteront pas pour elle parce qu'elle est une femme ou parce qu'elle est une femme racisée, ou est-ce que c'est un peu des deux? C'est très difficile de savoir. Puis la littérature scientifique a déjà écrit des choses sur le Bradley Effect là, à l'époque de Barack Obama, c'est-à-dire combien de gens vous disent qu'ils voteront pour lui, mais finalement, une fois dans l'isoloir, ne votent pas pour la personne racisée. Il y a des chercheurs qui ont essayé de quantifier ça, et c'est quand même pas évident à quantifier, à mesurer. Ce que je dirais, par contre, c'est que Kamala Harris incarne de toutes sortes de façons cette Amérique-là que des électeurs comme ceux de Victor viennent décrire ne veulent pas voir. Ne veulent pas voir cette Amérique qui se transforme, cette Amérique qui devient inquiétante, oui, pour le statut de bien des gens, mais c'est difficile de savoir à un moment donné si c'est un vote contre Kamala Harris sur le plan personnel ou contre le fait qu'elle incarne de façon plus globale ces États-Unis qui sont en train de devenir un pays où peut-être la population blanche deviendra minoritaire à un moment donné et tout ça. Et deux petites choses sur la stratégie républicaine en ce qui a trait aux femmes qu'il y a dans le décor et à la masculinité qu'on met de l'avant dans ce parti-là. Les femmes qu'on a vues dans le décor, bien, on ne les a pas vraiment vues. Si vous regardez à la convention républicaine, la conjointe de Trump a fait une apparition, mais c'était plutôt à titre de figurante dans cette convention-là. Peut-être qu'elle ne voulait pas y être personnellement, on ne le sait pas. Mais la conjointe de J.D. Vance aussi, la mise en scène de la conjointe de J.D. Vance, qui sur le plan ethnoculturel a des origines semblables à celles de Kamala Harris. Et ça, c'est intéressant. On l'a vu quelques secondes. Elle a pris la parole momentanément. Mais depuis, je ne sais pas si vous l'avez vu on the campaign trail, mais c'est comme si on ne voulait pas la montrer. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que sur le plan personnel, elle n'a pas envie d'être mise en scène de cette façon-là, dans cette campagne-là? Ou est-ce que ça relève d'une stratégie un petit peu plus réfléchie de la part du Parti républicain, qui est de jouer sur les angoisses finalement identitaires de cette population plus à droite, de la base de Trump, qui ne veut pas voir cette société se transformer. Et pour jouer la carte de la masculinité assumée, Trump dit, quand il parle de l'avortement, « Je serai votre protecteur », en parlant des femmes. Et là, on se dit, mais pourquoi il dit ça? C'est complètement... Ça sort d'où? C'est peut-être improvisé, mais ça relève peut-être d'une stratégie qui consiste à mettre en scène la personnalité de Trump de cette façon-là. L'homme protecteur, l'homme musclé. Bon, il disait dans le podcast de Joe Rogan qu'il n'est pas très musclé, mais que lorsqu'il a fait ses tests médicaux, il était capable de courir on the treadmill, de faire les tests médicaux sans s'arrêter, que le médecin lui a dit « Hey, j'ai l'impression que tu pourrais continuer comme ça pendant des heures. » Et Trump a dit « C'est très facile de faire ça. » Enfin, on ne sait pas si c'est réellement facile parce qu'on n'a pas encore vu
les rapports médicaux de Donald Trump. Mais on joue cette carte d'une masculinité d'une autre époque, d'une masculinité un peu reaganesque aussi. Dans les années 80, il y avait aussi ces jeux-là. Il y a Suzanne Faludi, la chercheure féministe, qui avait écrit un livre qui s'appelle « Backlash » à propos de ce qu'on a vu durant les années 80. Elle l'écrit au début des années 90. Et elle décrit un peu un phénomène qu'on observe encore aujourd'hui en 2024 et qui est classique dans l'histoire américaine, c'est-à-dire que quand un groupe fait des percées, il incite le groupe concurrent à se réorganiser, à réaffirmer un petit peu sa vision des choses. Et là, avec tout ce qui s'est passé sur l'avortement en 2022, les démocrates insistent beaucoup sur l'avortement. Cet électorat-là va se mobiliser, mais il y a un backlash aussi de la part des groupes concurrents en ce moment que Victor a bien décrit et qui pourrait, dans une élection très serrée, être déterminant. Ce sont peut-être les fans de Joe Rogan, d'Elon Musk, dont Victor nous a parlé, qui, en sortant voter, vont faire pencher la balance dans quelques États clés de l'élection. Ça va être fascinant de surveiller ça. Et je termine là-dessus. Du côté démocrate, on a essayé de répondre à cette vision de la masculinité républicaine en disant, nous, notre homme, entre guillemets, c'est Tim Walz, c'est Coach Walz, qui vous rappelle peut-être Ted Lasso dans la série télé que vous avez peut-être vue. Il a un bon sens de l'humour, c'est un bon père de famille, il n'incarne pas une masculinité toxique, tout ça, il est sympathique, mais on pourra voir ce que ça a donné, cette stratégie-là. Tim Walz a fait aussi des erreurs, il y a eu des erreurs dans la stratégie. On a découvert qu'il avait peut-être pas menti, mais qu'il s'était mélangé un petit peu dans ses pinceaux en rapport avec certaines déclarations dans le passé. Dans le débat vice-présidentiel, ça a été peut-être plus difficile qu'il le pensait. Mais c'est comme si cette carte de la masculinité-là, les démocrates avaient essayé de la jouer, mais on a comme perdu ça de vue en cours de route parce qu'avec Trump, c'est très assumé. Et oui, ça va chercher des électeurs qui ont le droit de vote comme tout le monde et qui estiment que cette vision de la masculinité, ça représente encore l'avenir en 2024. C'est peut-être juste 10 secondes là-dessus, mais on a plus vu Hulk Hogan que Melania Trump dans les événements républicains. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'on est prêt à mettre de l'avant versus ce qu'on ne veut pas voir. Puis Hulk Hogan, c'est aussi cet idéal-là de la masculinité. C'est Monsieur Stéroïde des années 80, le patriote avec la grosse moustache. Donc, c'est quand même aussi éloquent à ce niveau-là. Puis vous l'avez évoqué, on le voit, c'est une élection, on le voit en parlant aux électeurs américains, en voyant les sondages, en regardant la couverture médiatique, c'est une élection qui, encore une fois, très tendue. On sent que, oui, c'est une élection qui, techniquement, se finit le 5 novembre, mais qui risque de pas tout à fait se finir le 5 novembre, que ça soit à long terme avec un effet de backlash, comme parlait Frédéric, ou peut-être à plus court terme, comme ce qu'on a vu en 2020. D'ailleurs, le Pew Research Center a fait un sondage récemment qui disait que la majorité des électeurs enregistrés, et même la majorité des électeurs de Donald Trump, pensent qu'il ne va pas concéder la victoire s'il perd la semaine prochaine. Donc, ça crée un climat qui est très polarisé, qui est très tendu, et il y a un contexte où près du tiers des Américains doutent du processus électoral encore aujourd'hui. Donc, la confiance envers tout ce processus-là est quand même minée. Victor, je me retourne vers toi. Est-ce qu'il y a réellement des risques de violence pendant et après cette élection? Est-ce qu'on risque de revoir un autre 6 janvier si Donald Trump perd à nouveau? Je ne sais pas. En fait, honnêtement, c'est difficile à dire. C'est-à-dire que il y a plusieurs éléments qui portent à croire que malgré ce qu'on on a l'impression, en suivant la course, le climat est légèrement moins tendu qu'il ne l'était en 2020. Puis surtout, moi, je vais vous rappeler, l'élection de 2020 se déroulait beaucoup avec des manifestations dans la plupart des grands centres urbains, opposant souvent des militants antiracistes vis-à-vis des milices d'extrême droite. Et donc, il y avait une espèce de climat volatile où vous aviez des groupes souvent armés qui s'entrechoquaient dans les rues de Chicago, de Portland, de New York. Et donc, ça nous laissait présager pour le pire. Ça, cet environnement-là, on ne l'a pas vraiment en 2024. Un autre élément aussi, c'est que les groupes d'extrême droite qui étaient très actifs durant l'élection de 2020 ont été pour la plupart décapités suite au 6 janvier. Donc, les différents leaders, que ce soit des Oath Keepers, des 3%ers, des Proud Boys, donc ces espèces d'organisations nationales de milices d'extrême droite, sont pour la plupart tous en prison.
et vont, à moins d'un revirement d'une administration Trump, vont servir de longues peines de prison pour les événements du 6 janvier. Et ça a créé une espèce de vide de pouvoir au sein de ce mouvement-là, où est-ce que il y a une lutte entre les différents possibles dauphins de ces mouvements-là, qui fait en sorte qu'ils ne sont pas vraiment portés sur la mobilisation, mais plus sur le contrôle de l'organisation. Et ils sont encore actifs, mais pas mal moins organisés qu'à l'époque. Moi, mon père, ce qu'il dirait, il dit oui, mettez 12 paranoïaques d'une pièce, donnez-leur la tâche de changer une ampoule, fermez la porte, barre à clé, à la fin, il en reste juste 2. Parce qu'il y a aussi un effet de... c'est des gens qui sont fondamentalement paranoïaques et qui se méfient les uns des autres. Un autre événement qui est intéressant, ça c'est plus par rapport au 6 janvier, mais moi j'ai constaté depuis le 6 janvier, il y a réellement aussi un mouvement de paranoïa au sein des franges plus radicales, autant des Américains que du Parti républicain, où est-ce qu'à chaque fois qu'il y a un appel à manifester similaire au 6 janvier, c'est perçu avec beaucoup de méfiance parce qu'il y en a plusieurs qui pensent que c'est un sting operation du FBI. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de membres de la droite radicale ou de l'extrême droite aux États-Unis qui pensent que le 6 janvier, en fait, c'est un coup monté des agences de renseignement puis de maintien de l'ordre aux États-Unis pour capturer le plus possible de patriotes et les mettre en prison. Et là, à chaque fois qu'il y a eu un truc similaire, comme par exemple, il y a eu 5 tentatives de convoi de camionneurs aux États-Unis qui n'ont pas fonctionné parce que la majorité des membres pensaient que c'était un piège. Que leur tendaient les autorités. Il y a eu un appel à manifester à la frontière avec le Texas puis le Mexique, quand il y avait eu des confrontations entre la Garde nationale du Texas puis le Border Patrol américaine. Et la majorité des gens n'ont pas répondu à l'appel parce qu'ils craignaient que c'était encore une fois un piège. Donc, l'autre élément aussi qui est important, c'est un 6 janvier, je pense, 2024, je pense pas que ça se reproduit parce 25. que... 2025, excusez-moi. Je pense pas. Ça a le moins de chances de se reproduire juste parce que c'est pas Donald Trump qui est à la Maison-Blanche, mais ça serait encore Joe Biden. Et il y a fort à parier que la réponse autant de la police de Washington, D.C. que de la Garde nationale serait beaucoup plus rapide et résolue sur un événement similaire. Ça n'empêche pas qu'ils vont probablement essayer et ça ne minimise pas non plus les risques de violence plus locales. C'est-à-dire, ce qui a probablement plus de chances de se produire en 2024, c'est des incidents très locaux, très isolés, qu'on peut déjà constater, par exemple, dans l'État de Washington ou de l'Oregon, parce que c'est à la frontière que ça s'est déroulé, mais par exemple, des boîtes de scrutin ont été incendiées. Puis il y a quelque chose comme une centaine de bulletins de vote qui ont été perdus. C'est dans des districts très démocrates. Je ne pense pas que ça va faire une différence sur le scrutin, mais qu'est-ce qui arrive si ça se produit, par exemple, dans un des comtés de la Pennsylvanie qui est très compétitif? Ça, c'est une question qu'on ne sait pas. Les autorités, par exemple, là, depuis qu'on a cette nouvelle-là de boîtes de bulletins incendiés, je sais que j'ai écouté une entrevue du secrétaire d'État de la Pennsylvanie qui explique qu'ils ont rehaussé la sécurité autour des bulletins, des bureaux de scrutin puis des boîtes pour bulletins de vote par la poste. Mais il y a quand même le risque qu'il y ait des petits événements isolés. Puis, je n'exclus pas peut-être un scénario similaire. Tu sais, si l'élection est vraiment serrée puis que c'est down the wire à un État, comme ce fut le cas comme en 2000 en Floride, un scénario où est-ce qu'il y a tous les manifestants, les militants pro-Trump, par exemple, qui contestent le résultat électoral, convergent vers un bureau de vote et font pression, manifestent. Là, je ne sais pas ce qui se passe. Des scénarios qui sont plus difficiles à prévoir. C'est ça, oui. Mais C'est entièrement spéculatif. Il y a aussi un scénario où Trump gagne, c'est très serré, puis ce sont les groupes opposés à Trump qui décident de recourir à la violence pour manifester leur mécontentement. Puis, il y a un superbe article de Robert Pape qui est paru dans le dernier numéro de Foreign Affairs qui s'intitule « Our Own Worst Enemies, The Violent Style in American Politics ». Et c'est intéressant, le professeur Pape a un centre de recherche à Chicago où il mène des sondages sur l'opinion publique, les attitudes à l'égard de la violence politique et tout ça. Et je cite, il nous dit que dans une enquête qu'ils ont menée en juin, 10% des personnes interrogées, un chiffre qui s'extrapole, un chiffre qui équivaut à 26 millions d'adultes américains, étaient d'accord pour dire que l'usage de la force est justifié pour empêcher Donald Trump de revenir à la présidence. Et Pape nous dit plus de 30% de ces personnes possèdent des armes à feu.
20 pensent que lorsque la police s'est violemment attaquée, c'est parce qu'elle le mérite. Et pendant ce temps, 7 des personnes interrogées, 18 millions d'adultes américains, soutiennent l'utilisation de la force pour rétablir, pour permettre que Trump revienne à la Maison-Blanche. Donc, le pourcentage de gens qui seraient prêts à utiliser la force pour empêcher Trump de revenir est plus élevé que le pourcentage, selon ce sondage, de gens qui seraient prêts à utiliser la force pour aider Trump à revenir à la Maison-Blanche. Ce que Pape dit, par contre, c'est que le 7 de pro-Trump possèdent plus régulièrement des armes à feu, donc ils sont plus armés. Mais au fond, le potentiel de débordement existe des deux côtés. D'ailleurs, ce que Pape illustre à l'aide de sa base de données, c'est qu'il y a eu des actes de violence politique à l'égard d'élus des deux partis au cours des dernières années, un petit peu plus à l'égard d'élus démocrates, mais que les attaques à l'égard d'élus républicains montent également en flèche. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une concurrence entre les deux groupes et tout ça, mais ce que ça démontre, c'est qu'il y a certainement une érosion des normes démocratiques et un appétit un petit peu plus grand qu'avant, quoiqu'on a déjà vu ça à d'autres époques, plus grand qu'avant, à l'idée de dire la fin justifie les moyens, puis on peut recourir à ces méthodes-là pour exprimer notre mécontentement et pour peut-être ne pas accepter la défaite, ce qui est un des principes de base de nos démocraties occidentales. Ce qui est merveilleux de t'avoir sur un panel, Frédéric, c'est que tu fais des transitions à ma place. Tu fais des interventions qui m'amènent justement où je voulais aller avec la discussion. Donc, tu nous parles justement de processus ou de recours qui sont peut-être un peu moins démocratiques. Déjà, en 2020, Joe Biden disait en campagne que c'était pour sauver... En fait, les deux côtés disaient qu'ils voulaient sauver l'âme de l'Amérique. On voit ce discours-là qui revient. On a vu des articles dans les dernières semaines qui parlent peut-être de tendances fascistes chez Trump. On l'a vu dans des commentaires d'anciens membres de son cabinet, dans un article de Daniel Drezner, dans d'autres articles également. Est-ce qu'on est rendu à un point, et je me dirige vers Karine pour cette question, où on doit se dire que c'est carrément la survie de la démocratie qui est en jeu la semaine prochaine? Grosse question. Pour une fin de conférence, grosse question. Ben oui. La survie de la démocratie, là, c'est peut-être un peu intense comme formulation. Mais c'est clair que les institutions démocratiques sont en jeu, d'une certaine façon. Et on l'a vu, l'érosion du sentiment... Comment j'exprimerais ça? C'est-à-dire qu'avec les données présentées par Frédéric sur le recours à la violence politique, quand on regarde les sondages sur la confiance que les gens ont à l'égard de leurs institutions politiques, quand on regarde la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale en termes, encore une fois, de normes démocratiques, quand on voit comment c'est facile, en fait, de dévier les mécanismes démocratiques à des fins plus ou moins collectives, c'est clair qu'il faut surveiller tout ça. C'est clair qu'il y a une érosion démocratique. C'est clair qu'il y a un danger que les institutions soient détournées de façon plus radicale peut-être et plus brutale. Parce que il y a toute la question de la représentation aussi, la représentativité des élus. Et là, on est dans un système qui favorise les démocrates pour toutes sortes de raisons. Frédéric pourrait en parler plus que moi et mieux que moi sans doute. Il fut un temps où c'était les démocrates qui bénéficiaient davantage du système tel qu'il est aujourd'hui, notamment du collège électoral et de la répartition des sénateurs. Mais tout ça pour dire que la démocratie, ça marche jusqu'à temps que ça ne marche plus, pour faire une phrase plate. C'est-à-dire que tant que les gens sont d'accord sur les règles, ça fonctionne bien, mais ça prend juste une gang de personnes qui disent « Moi, finalement, je ne joue plus comme ça, puis tant pis », pour que finalement, ça commence à se déboîter un peu, puis ça commence à tourner un peu dans le vide. Alors, je pense que cette élection-là va être importante pour la démocratie. Ce qui en va de la survie de la démocratie en général, il ne faut pas oublier aussi que c'est un mouvement qui dépasse les frontières américaines aussi. La démocratie est un peu partout malmenée dans les démocraties, dans les pays occidentaux. Les parallèles historiques sont toujours boiteux. Alors, j'ose pas trop non plus aller dans cette direction-là, mais je pense qu'il faut être alerte. Je pense qu'il faut il faut suivre de près ce qui se passe là parce que ça va déborder des frontières probablement jusqu'à nous aussi. On n'est pas très loin des États-Unis. Alors, des fois, on regarde un peu ce qui se passe aux États-Unis de haut en disant, nous, on est un peu à l'abri de ça. Au Canada, c'est différent.
pas sûr tant que ça que c'est différent. Là. Alors, je pense autrement dit, j'ai pas de réponse claire. Je pense que c'est assez évident à l'heure actuelle que j'ai pas de réponse claire à ça. Mais ce que je sais, c'est que je pense qu'il faut se préoccuper de la situation de la démocratie aux États-Unis. Il faut se préoccuper de la façon dont les règles démocratiques sont appliquées ou pas. Il faut s'inquiéter surtout du discours entourant la démocratie. Quand on a des candidats qui parlent de dictature, quand on a des jeunes qui sont de plus en plus en faveur de régimes autoritaires, quand on regarde justement ce recours à la violence, bien, je pense qu'il faut être au moins préoccupé par ce qui se passe. Avant de passer aux questions de l'audience, j'ai peut-être une dernière question, et là, vous allez me dire que je pousse peut-être le scénario hypothétique encore plus loin, mais plusieurs personnes ici ont sûrement entendu parler du projet 2025 de la Heritage Foundation. Donc, Victor, peut-être rapidement, peux-tu nous parler un peu du programme? Qu'est-ce qui pourrait être mis de l'avant advenant une victoire républicaine? Est-ce qu'il faut vraiment craindre le projet 2025? Je dirais que d'emblée, probablement, le projet 2025, c'est un immense document d'à peu près comme 925 pages dans lequel il y a vraiment plusieurs idées, propositions de politique publique et de politique de gouvernance qui sont mis de l'avant. Il y en a beaucoup que ça semble beaucoup fantaisiste ou du moins irréalisable juste sur un plan très matériel. C'est-à-dire comment vous allez, par exemple, créer un registrariat de toutes les femmes enceintes aux États-Unis puis le garder à jour. Vous avez de la misère à garder les listes électorales à jour. Donc, il y a comme une espèce de dissonance des fois entre les propositions puis réalistement comment elles peuvent se réaliser. Je pense que c'est surtout, on cherche vraiment plus à mettre de l'avant, pas nécessairement un projet qui est réalisable, mais plus de présenter plus une vision idéologique radicale du conservatisme. Là où est-ce que je suis moins certain puis que c'est plus inquiétant, c'est plus dans la refonte du pouvoir exécutif qui est proposé par le projet 2025, où est-ce qu'au final, on cherche à concentrer davantage de pouvoir entre les mains du président. C'est-à-dire, on veut éliminer, par exemple, l'indépendance de certaines agences gouvernementales comme le département de la justice, mais aussi la Federal Communication Commission, donc l'équivalent du CRTC au Canada. Il y a plusieurs implications derrière ça. Par exemple, si vous éliminez l'indépendance du FCC, le président pourrait demander qu'on retire une licence de diffusion à un média qu'il n'aime pas, par exemple. Ça, par contre, c'est probablement une lutte qui se traduirait dans des poursuites judiciaires qui dureraient plusieurs années. Je pense que si, mettons, Donald Trump, président des États-Unis, enlevait la licence de diffusion à CNN, c'est quelque chose qui prendra au bas mot 4 ans, puis ça se rendrait jusqu'à la Cour suprême des États-Unis. Mais de limiter, par exemple, l'indépendance du département de la justice, où est-ce que le président des États-Unis pourrait carrément ordonner au directeur du FBI de revenir à the bad old days des années de G. Herbert Hoover, où est-ce que là, on surveillait des groupes critiques du pouvoir, militants, et on les surveillait de manière agressive. Ça ne serait pas impossible. Ou de demander carrément au procureur général des États-Unis de poursuivre les ennemis perçus du président ou du régime, à la limite. Et donc, c'est pas cette espèce de concentration-là du pouvoir entre les mains du président, c'est une tendance lourde, en fait, du système politique américain. Et si cette vision-là du projet 2025 est établie, ce serait comme la nouvelle évolution d'une tendance qu'on constate depuis essentiellement l'ère de FDR, dans les années 30. Où est-ce qu'on parle, je pense que c'est Schlesinger qui parle de la présidence impériale, donc l'évolution graduelle du système politique américain, c'est celui de l'ascendance du gouvernement fédéral, mais aussi de la présidence qui s'accapare davantage de pouvoir. Et jusqu'à présent, on comptait beaucoup sur le fait que le président, ça allait être quelqu'un de raisonnable. Sauf que là, on est dans une situation où Donald Trump, durant son premier mandat, a démontré qu'il ne l'était pas. Sur certains égards. Et là, si vous enlevez le peu de freins qui restent, qu'est-ce qui se passe? Et aussi, mais qu'est-ce qui se passe après, une fois que Donald Trump n'est plus président des États-Unis, que ce soit par la loi des humains ou la loi de la nature? Il y a un jour quelqu'un d'autre qui va prendre le poste. Et cette personne-là, comment qu'elle va utiliser ces nouveaux pouvoirs de la fonction présidentielle et de la branche exécutive? Ça, on ne sait pas.
Ça conclut la table ronde sur une note qui manque peut-être un peu d'optimisme. Désolé. J'en suis désolée, c'est pas de ta faute. Ça Victor. va revenir durant la période de questions. C'est moi qui ai décidé de conclure la discussion de cette façon-là. Je vais prendre quand même quelques minutes pour remercier tout d'abord les panélistes. Donc, Karine, Victor, Frédéric, merci d'avoir été avec nous ce midi, d'avoir répondu aux questions. Merci, Je JP. remercie l'équipe de la chaire Raoul Dandurand pour l'organisation de l'événement. Et finalement, je vous remercie d'avoir été présent avec nous. Je vous invite à nous retrouver le 12 novembre, donc une semaine après l'élection, où, en espérant avoir un résultat, On va voir qu'on évidemment, s'est trompé. on va analyser les résultats, mais surtout l'impact de ces résultats sur la politique internationale pour le Canada, pour les États-Unis. Qu'est-ce que ça voudra dire? Et il est déjà temps de vous inscrire à cette activité-là sur le site Web. Si vous en voulez encore plus sur la politique américaine, évidemment, vous pouvez suivre la chaire sur les médias sociaux, vous abonner à l'infolette pour voir l'analyse de nos chercheurs. Et vous pouvez lire le guide électoral de l'Observatoire sur les États-Unis et le rapport des étudiants de l'Université de Sherbrooke sur la démocratie américaine à l'aube de l'élection présidentielle qui a été coordonnée par Karine. Donc, tout ça est disponible sur notre site Web si vous en voulez toujours plus. On sait qu'il y a beaucoup de férus de politique américaine dans notre public. Donc, on vous laisse encore plus de matériel à lire là, jusqu'au vote la semaine prochaine. Donc, merci et bonne fin de journée. Merci, JP.